Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence, réalisé par des adolescents. Pour cette émission, Élise, Ève, Thomas et moi-même, Lana, allons explorer le genre musical des ados par excellence, le rap. Pourquoi cette musique plaît-elle tant aux jeunes et à l'inverse, que dénoncent ses détracteurs? Et pour nous apporter un éclairage sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Vincent Brunner, journaliste notamment aux Inrock, à Libération, Topo, et spécialiste de la musique et de la bande dessinée, aussi auteur de Rock Strips chez Flammarion. Vincent Brunner, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Avant de profiter de vos connaissances sur le sujet, nous allons écouter les réponses de collégiens et de lycéens à qui nous avons demandé s'ils écoutaient régulièrement du rap et pour quelles raisons. Alors moi j'écoute pas vraiment de rap, peut-être un petit peu des années 90-2000, mais c'est pas trop mon truc. J'ai des amis qui ont essayé un peu de m'initier, mais c'est pas ce que je préfère. Alors j'aime le rap pour le rythme de la musique et l'agencement des mots qui est fait dans la musique, qui est plutôt assez bien réalisé. Ouais, un petit peu, mais ça reste minoritaire par rapport aux autres styles de musique que j'écoute. Non, j'écoute pas de rap parce que c'est pas mon style de musique préféré. Moi, je préfère quand c'est mélodique. Non, et ça sonne désagréable à l'oreille. Moi j'écoute pas mal de rap. Déjà je trouve que c'est super sympa en soirée parce que ça met l'ambiance et tout. Donc on remarque bien à travers ces témoignages que le rapport des adolescents au rap, il est très singulier et c'est cela qu'on va essayer de comprendre avec vous, Vincent Brunner, tout au long de l'émission. Mais commençons d'abord par une question très simple. Que veut dire le mot rap et quelle est l'origine de cette musique ? Alors le mot rap en fait vient vraiment, ça veut dire finalement discourir, tenir des propos. Ça c'est vraiment dans presque l'étymologie. Après ça passe aussi par l'argot américain, donc c'est pas dans le dictionnaire d'Oxford qu'on va trouver exactement la définition du mot rap. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le rap, c'est finalement plein de convergences culturelles. On passe par le blues, finalement, les griots africains. Finalement, on parle de scansions rythmées. Et il y a plein d'artistes, de cultures qui finalement l'ont fait en même temps. Même par exemple on regarde en Jamaïque où il y a la tradition des sound systems où finalement donc on passe du son, on passe des morceaux et il y a ce qu'on appelle le DJ. Alors c'est vrai que pour nous c'est le DJ, c'est pas celui qui tchatche mais qui tchatche sur la musique. Donc il y a vraiment ça. Par exemple il y a un morceau d'Isaac Hayes, qui est un chanteur donc de soul, qui s'appelle Ike's Rap. Le rap, donc parler sur la musique, c'était finalement du rap. Après, bien sûr, avec les années, ça a pris une autre dimension. Maintenant, le rap, c'est un genre en lui-même. Mais après, ce qui est très marrant, c'est que finalement, le rap, ça fait partie de la culture hip-hop. La culture hip-hop, au départ, il y avait donc la danse, donc le breakdance, le graffiti. Il y avait aussi le DJing, donc voilà, vraiment la personne qui est derrière les platines, parce qu'on avait des platines vinyles, et puis le rappeur. Mais c'était juste une discipline du hip-hop, et finalement, en fait, elle a éclipsé toutes les autres pour devenir le genre populaire du moment mondial et depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que il y a vraiment des origines qui sont très très riches, avec plein de choses qui se croisent, et finalement, on peut, si on regarde dans la musique afro-américaine du XXe siècle, dans le blues, le jazz, il y a des choses qui finalement font que des petits-enfants de ces artistes-là vont se mettre à rapper et finalement ça va devenir quelque chose de beaucoup plus clair dans la tête de tout le monde. Donc si on devait donner une définition simple de ce genre musical, qu'est-ce que ce serait ? Ça serait avoir des propos, tenir des propos, mais de manière rythmique, avec une scansion sur une musique, avec aussi bien sûr un message, en tout cas des choses à dire, des jeux sur les mots, sur les assonances. Donc c'est vraiment une discipline très riche, où il faut faire appel à la fois à un vocabulaire, à son sens du rythme. Et puis aussi, il faut quand même être toujours normalement pertinent dans ses propos, en tout cas pour que les auditeurs, les auditrices puissent s'accrocher, s'identifier à ce qu'ils entendent. Et est-ce qu'on peut parler de rap au singulier ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs sortes de rap ? Est-ce qu'on peut vraiment comparer, Tupac à Gazo par exemple, ou L'Homme Pâle à NTM ? Est-ce qu'il y a au contraire plusieurs sortes de rap ?
Depuis le début du rap, il y a toujours eu... alors moi, c'est vrai que j'ai écouté beaucoup le rap américain. Le rap américain des années fin 80, début 90, il y avait déjà cette variété avec d'un côté le rap très engagé politiquement de Public Enemy, le rap un petit peu plus rap festif, le rap un peu de jazz et tout ça. Donc finalement, cette variété de rap, moi, elle me semble totalement compatible avec le paysage d'aujourd'hui. Finalement, le rap a toujours été multiple et c'est, pour moi, le danger, c'est quand il se formate. Et des fois, on a l'impression que certains artistes se copient pour mieux marcher, pour avoir plus de succès, et on arrive avec des productions musicales qui sont, à mon goût, trop uniformes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire qu'on n'arrive plus à savoir, et d'ailleurs, il y a eu cette tendance à ce que des beatmakers fassent des musiques, et puis finalement, plusieurs artistes arrivent avec les sons et fassent leur choix. Donc, finalement, il y a aussi ce côté, à un moment, industrialisation du rap qui a pu créer un formatage. Si la variété est là, c'est au contraire pour moi un bon signe. Effectivement, il y a énormément de différences entre l'homme pâle, qui a même des racines un peu plus rock, que NTM, qui sera plus proche bien sûr du reggae ou du funk. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Après, le rayon rap, on voit de toute façon, si vous allez, alors je sais pas si vous allez encore chez les disquaires ou dans les surfaces culturelles, mais le rayon rap français est de toute façon en énorme expansion et on y trouve effectivement plein de sous-genres finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant que vous nous avez présenté ce qu'est le rap, je vous propose d'aborder à présent les polémiques et tous les préjugés qui entourent ce genre musical. Vincent Brunner, pourquoi selon vous le rap a-t-il tant mauvaise réputation ? Pour le rap, c'est simple, c'est un vrai délit de faciès. Depuis le début, de toute façon, il y a eu toujours... par exemple, je prends un témoignage, Fred Musa, avec qui j'ai fait un livre, il raconte que quand il commence à recevoir des rappeurs à Skyrock, il reçoit des lettres de menaces, avec même parfois des lames de grand arrêt cachées dans l'enveloppe pour on lui dit oui, t'es un collabeur, parce que c'était la population d'origine maghrébine qui était soi-disant en tout cas ciblée par ce créneau du rap. C'est sûr qu'on voit bien, NTM, ils ont été inquiétés parce que ils ne collaient pas non plus au genre du chanteur de variété français tel qu'il était, on va dire, pratiqué à l'époque, quand ils naissent. Donc il y a toujours eu ce côté, les rappeurs, ils sont en survêtement, ils sont en basket, ils sont pas comme les bons Français. Et ça, bien sûr, je reprends les propos plutôt de l'extrême droite et des conservateurs. Donc il y a toujours eu, en fait, ce côté. Et puis on voit aussi d'ailleurs que pour pas mal d'hommes et femmes politiques, taper sur les rappeurs au moment des élections, c'est toujours un bon signe envoyé à son public de base. C'est comme il y a eu pour Orelsan, Youssoupha, plein de rappeurs. En fait, ça a toujours été des bonnes... ils ont des cibles sur les dos, les rappeurs, en fait. Parce que c'est facile, effectivement, de s'attaquer à eux pour faire un peu parler de soi. Il y a des gens, d'ailleurs, il y a des hommes ou des femmes politiques qui ont fait parler d'eux juste à ce moment-là, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté... c'est des racailles, c'est une musique de drogués, c'est ce qui est... bien sûr, totalement faux, mais il y a parfois, on voit MHD qui a eu une affaire criminelle très grave, et bien sûr, mais comme il y a des rockers qui ont aussi des faits divers et des choses, ou même des footballeurs, donc c'est vraiment des clichés qui ont été, dès le départ, dès le début, à la fin des années 80, début 90, qui ont été plaqués sur les rappeurs, et ça continue de toute façon, parce que c'est facile. Alors bien sûr, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent le rap. Moi, quand j'écoutais le rap au début, quand j'étais au lycée, je crois en première, j'étais dans l'Est de la France, je peux vous assurer que c'était pas du tout la musique la plus écoutée, et quand on me regardait, ils disaient « Quoi, t'écoutes NTM ?» Et les gens ne comprenaient vraiment pas, quoi. Là, c'était... Donc c'est bien que les choses évoluent, et je pense que les clichés, petit à petit, aussi, ils s'en vont, parce que quand une musique, en fait, a de la réussite, finalement, ces héros, on va dire, sont de plus en plus légitimés. Et là, on voit maintenant que des artistes qui, peut-être, il y a 20-30 ans, auraient eu beaucoup plus de problèmes à s'imposer, là, finalement, là, ils ont aussi, pour plein de raisons, un auditoire énorme et la reconnaissance. Et maintenant, Jul, ce qu'il fait, par exemple, il y a plein de journalistes qui rêveraient de l'interviewer, alors que je pense qu'il y a 30 ans, ça n'aurait pas été la même chose. Il aurait été catégorisé dans, on va dire, un peu ce secteur underground du rap, un petit peu souffreteux, quoi.
Le rap, il peut parfois être assez violent dans ses propos. Est-ce que vous pensez que c'est encore l'expression d'une révolte authentique ou est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup de rappeurs qui aujourd'hui vont utiliser cette violence comme une marque de fabrique ou comme un argument commercial ? La violence dans le rap, c'est vrai que c'est un sujet qui traîne depuis longtemps. Là, moi je vois déjà par exemple dans les années 90, quand sur la côte ouest, il y a l'avènement du gangsta rap. Là, on voit qu'il y a plein de rappeurs qui parfois, effectivement, se fictionnent leur vie de gangster, vraiment se mettent, on va dire, un uniforme qui n'est pas le leur. La violence, elle a toujours, bizarrement, fait fantasmer le public rap. Moi, je me souviens, effectivement, en écoutant les premiers albums de Snoop Dogg, il y a ce côté un peu comme si on regardait Scarface, finalement, le film. Après, la violence, il y en a certains qui l'ont vraiment connu dans le rap français, et d'autres, effectivement, qui vont y jouer, parce que c'est comme un jeu de rôle. C'est ça aussi qui est compliqué avec le rap, c'est que pour pas mal d'acteurs du rap, les mots n'ont pas forcément le même poids qu'ailleurs. Quand vous allez voir des insultes et tout ça, on va dire oui, mais bon, ce sont des codes. Donc après, bien sûr, il y a beaucoup de codes, et pareil pour la violence, en fait, où on se rend compte qu'il y en a quand même vraiment qui ont connu la galère et qui, pour s'en sortir, finalement, avaient le choix entre le football, le rap, et puis les voies plutôt clandestines et illégales. Mais c'est sûr aussi qu'il y en a plein qui reprennent ces codes-là, qui roulent les mécaniques parce que c'est ce qu'une partie de leur public attend. Et on connaît beaucoup de rappeurs, mais beaucoup moins de rappeuses. Est-ce qu'on peut dire que le rap, c'est une musique d'homme ? Malheureusement, pour l'instant, à part Diams, qui a vraiment été la rappeuse grand public, il y en a d'autres, par exemple Kenny Arcana, il y en a plein d'autres, mais qui n'arrivent pas à avoir le même succès qu'elle. Si vous avez regardé la série Validée de Franck Gastambide, quand il y a la deuxième saison, justement sur une rappeuse qui va émerger, ce qu'il fait dire à ses personnages, c'est genre ça marchera jamais, à part Diams. Il y en a beaucoup en fait de gens, d'acteurs dans le rap qui le pensent. En fait, que pour faire du rap, il faut être un homme et que ça marchera mieux et que finalement, ou alors ça veut dire qu'une rappeuse doit jouer aux hommes pour réussir. Bon, tout ça, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même une musique qui est quand même parfois très misogyne, avec des clichés sexuels qui sont alors beaucoup diffusés par les clips, depuis très longtemps. Après, on voit aussi l'émergence quand même de rappeuses. Et ça, c'est sûr, qui de plus en plus ont des fans. Donc, je pense que les choses sont en train de bouger. Et qu'on va bientôt avoir peut-être, je dis pas la nouvelle Diams, parce que finalement Diams, elle était unique, mais une rappeuse qui saura vraiment s'imposer au plus haut niveau et rivaliser avec Jul ou Nino ou PNL. Je rejoins ce que vous dites. Quand certaines personnes dénigrent le rap, elles mettent en avant le sexisme véhiculé par certains clips, dans lesquels on peut voir des femmes dénudées avec des voitures, etc. Ou encore un titre de Booba, Killer, que je cite avec beaucoup de guillemets, « Ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites ». Qu'est-ce que vous répondriez à des gens qui dénigreraient le rap en le jugeant sexiste ? Je crois qu'on peut trouver d'autres textes, d'autres artistes qui ne sont pas sexistes, c'est ça. C'est par exemple, alors là, il y a, je crois, le meilleur exemple, c'est Big Flo et Oli, qui eux d'ailleurs sont peut-être même jugés trop gentils par toute une partie du public rap, mais il y en a plein d'autres. C'est sûr que Booba, lui, il est quand même, de toute façon, il enchaîne les clichés, il joue sur un personnage quand même assez agressif, même dans sa conduite des réseaux sociaux, donc bon, il est... du rap non sexiste, ça existe, il a toujours existé. On pourrait faire une discographie rap américain ou rap français assez longue, avec des albums, des morceaux qui ne véhiculent aucun de ces clichés. Malheureusement, peut-être, le rap qui a le plus pignon sur rue, c'est celui aussi qui véhicule ces clichés. Donc c'est vrai qu'il y a quand même toute une... on va dire, peut-être qu'il y a certains rappeurs qui mériteraient d'être plus mis sous la lumière que d'autres, et c'est vrai qu'on est toujours dans ce côté
Oui, moi c'est vrai que j'ai entendu, je sais plus quel artiste proche de Vald, raconter des choses qui étaient horribles et tout ça, et qui étaient comme, on va dire, dans les albums d'Eminem où il parlait de son ex-femme. Il y a toujours quand même aussi ce cliché de brutalité, de violence sexuelle qui malheureusement colle au basket des rappeurs, mais pas tous, ça c'est sûr, on peut pas généraliser. En revanche, c'est sûr qu'on peut trouver quand même très très rapidement des morceaux très très misogynes qui vont révulser tout le monde. Et est-ce que c'est parce que le rap a cette réputation sulfureuse, qui fait office de rupture entre deux générations, qu'il est autant écouté et qu'il plaît tellement aux jeunes? Est-ce qu'on peut comparer cet aspect provocateur du rap à celui du rock dans les années 50 par exemple? Il y a indéniablement quand même quelque chose, une rupture générationnelle qui, quand on est ado, vous le savez, normalement on n'écoute pas vraiment la musique qu'écoutent ses parents. Et c'est vrai que comme les fans de rock, je sais pas, on va dire oui, dans les années, même peut-être plutôt fin des années 60, les premiers fans de rock, leurs parents, eux, c'était des fans de chansons françaises très pépères, quoi. Voilà, maintenant, c'est... je pense, qu'il y a forcément, quand on est ado, on se rebelle. Moi, quand j'étais ado, j'écoutais pas la musique de mes parents, même si je l'ai entendue, même si il y a des rockers que j'ai pu réécouter plus tard, mais en tout cas, j'étais parti sur totalement autre chose. Et c'est peut-être avec le temps qu'on fait le tri entre ce que on a pu entendre à la maison. On se dit, tiens, ça, j'aimais bien, finalement, je le redécouvre. Mais sur le coup, quand on est ado, c'est vrai que c'est plus... ça paraît plus naturel, instinctivement, de partir vers une musique qui est un peu en rébellion, qui est un peu bruyante, dont les codes échapperont à tous les adultes. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a quand même, quand on écoute le rap, et que ce soit américain ou français, il y a beaucoup d'argot, beaucoup de choses qui échappent, en tout cas qui demandent pas mal de concentration. C'est-à-dire que quand vous regardez un texte de PNL, il faut presque faire une explication de texte, choper d'autres infos ailleurs pour comprendre, parce qu'il y a vraiment tout un langage, et c'est ça aussi qui est riche dans le rap, c'est que il y a une créativité qui se retourne dans le vocabulaire. Vous le faites écouter à vos parents, le morceau de PNL, ils vont tomber nez nus, ils vont pas comprendre du tout ce qui se passe. Donc c'est sûr qu'il y a ce besoin aussi de se démarquer, et la révolte des rappeurs, on va dire, même si c'est une révolte qui est de moins en moins vraie, puisque finalement, quand une musique est dominante, elle n'a pas vraiment besoin de se révolter. Mais quand il y a eu, on va dire, l'essor du rap, c'était aussi, je pense, ça parlait à des... on n'était plus dans le rock des années 90, parce qu'en fait, quand une musique émerge, elle peut véhiculer effectivement cette qualité de subversion, mais quand elle a beaucoup de succès, elle finit par s'embourgeoiser. Et donc maintenant, les plus gros rockers jouent dans des stades, on peut pas dire qu'ils incarnent la révolte. Mais c'est sûr que le rap, la prise de parole du rap, même la manière avec laquelle en fait les rappeurs posent leur voix, finalement, est en rupture avec ce qui se faisait avant. Entre les Beatles et, on va dire... même Orelsan, il y a quand même tout un monde. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été la musique de la révolte. Après, maintenant, je pense que peut-être que les choses vont changer avec tout le succès des rappeurs, fait que c'est peut-être en marge que la révolte va naître. En tout cas, moi, c'est ce que je verrais. On peut pas dire, moi, je suis un rebelle, et en même temps écouter le rap qui cartonne. Et est-ce que la dimension autobiographique des textes est importante? Le fait de parler de ses problèmes, de sa vie, de ses échecs ou de ses réussites? Ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que dans le rock, par exemple, quand on écoute une chanson, on n'est pas forcément à se dire que le chanteur parle de lui-même. Alors que dans le rap, effectivement, le jeu est beaucoup plus impliquant, et on a vraiment l'impression, et souvent c'est le cas, que le rappeur parle de lui, ou la rappeuse. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une dimension autobiographique qui est beaucoup plus poussée dans le rap que dans les autres musiques, parce que dès le départ, en fait, il y a c'est presque une obligation, c'est raconter des choses, parler de soi, écrire des textes sur un carnet ou sur son smartphone, et donc ça implique finalement un fil rouge autobiographique, même si il peut être après, il peut avoir la place pour la fiction forcément, mais c'est vrai que ça c'était pas le cas dans les autres musiques en fait. Finalement, dans la pop et tout ça, on va essayer plutôt d'être universel, alors que dans le rap, on part de l'intime pour toucher les autres. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que le rap
traverse toutes les catégories sociales, que tous les jeunes de tout milieu écoutent ce genre musical? Je pense que là, ouais, si le rap touche toutes ces catégories sociales, c'est sans doute parce que vraiment, il est générationnel. Après, il a toujours eu, on peut avoir des fils d'ouvriers, de bourgeois se retrouver sur le rap. Finalement, il n'y a pas de règle. C'est une musique aussi qui, même si elle véhicule des valeurs, hein, voilà, parfois qui sont des valeurs d'unité, ou parfois des valeurs plutôt d'individualisme, finalement, on la reçoit de la même manière. Je pense qu'il n'y a pas de clivage. De clivages sociaux dans l'auditoire du rap. Tout le monde se retrouve et finalement, c'est aussi ce qui est intéressant. Après, est-ce qu'il y a peut-être vraiment des segmentations? Ça, je ne saurais pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'il y a des groupes qui remplissent des Bercy, voilà. Et là, on va pas avoir seulement une catégorie de Français, de Françaises à l'Arena pour voir Booba. Nous avons vu que le rap est un genre musical très écouté, par les jeunes notamment. On a abordé l'aspect entre guillemets provocateur qu'il peut présenter, mais ça reste quand même un genre musical avec une mélodie et un texte. Les rappeurs accordent-ils toujours une grande importance à la poésie de leurs textes? Ça, je sais pas si tous les rappeurs veulent être poétiques, mais en revanche, ils veulent quand même que leur texte sonne bien, qu'il y ait vraiment c'est la poésie moderne. On sait qu'il y a des linguistes, il y a des chercheurs qui font des travaux autour des textes de Booba, de PNL. Enfin, il y a vraiment, même j'imagine peut-être MC Solar. Enfin, il y a tout ce corpus un peu littéraire du rap qu'on peut pas nier. C'est sûr qu'il y a plein de choses à en tirer. On voit d'ailleurs l'évolution de la langue. Alors après, est-ce que tous les rappeurs veulent être poètes? Je pense pas, parce que certains ils veulent plutôt être des gangsters que des poètes. Mais néanmoins, ils sont obligés quand même d'avoir une plume, et en tout cas pour les meilleurs. Après, il y en a certains, je pense, qui reprennent les clichés, et finalement, on pourra avoir un logiciel et mettre, on va dire, les 1000 mots qu'on trouve chez Booba pour faire un texte que quelqu'un s'approprie. Mais la poésie, c'est sûr qu'elle a toujours été là. D'ailleurs, un des groupes fondateurs, finalement, précurseurs du rap aux États-Unis, ça s'appelait les The Last Poets. Et il y a toujours, même dans le slam, tout ça, on voit quand même que la poésie est importante. Après, le rap, c'est aussi une musique qui se veut festive, en tout cas de plus en plus, dansante. Donc là, je pense que la poésie, quand même, elle passe au second plan quand vraiment on a un genre de rap déterminé. Est-ce que les mélomanes peuvent trouver au rap une richesse, que ce soit instrumentale, rythmique, voire mélodique, alors que le rap repose plutôt d'une part sur un principe de boucle et d'autre part sur une instrumentation qui se veut souvent support d'un texte? Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir la musicalité du rap. Alors c'est là aussi où il faut se souvenir que le rap est vraiment multiple et que donc on a des rappeurs qui vont poser leur voix sur des pistes musicales faites derrière des machines. Après, par exemple, c'est vrai que Big Flo et Oli, ça leur arrive de jouer avec un guitariste ou... Il y a vraiment... je pense que pour les mélomanes, on peut pas leur dire... personne peut dire, oui, non, la musique n'est pas... le rap n'est pas une musique pour mélomanes. Il y a plein d'exemples de rappeurs qui ont enregistré avec des jazzman, parfois avec des vrais instrumentistes, avec un groupe derrière. Même ceux qui jouent avec leur ordinateur, il y a quand même dans la production électronique française, par exemple, une vraie qualité. C'est pas pour rien que les musiciens électro français sont vraiment connus dans le monde entier. C'est que ils se débrouillent vraiment très bien pour, avec juste parfois un ordinateur portable, écrire des mélodies, écrire des arrangements qui seront inédits. Donc on peut pas, franchement, alors bien sûr, il y a le rap, ce que je dirais presque le rap variété, où juste une formule est reproduite avec de l'autotune, on va dire, une petite rythmique et emballer c'est pesé. Ça, c'est pas forcément pour les mélomanes, mais les mélomanes, ils peuvent y trouver, ils peuvent trouver leur intérêt, en explorant la variété du rap, parce que c'est un genre qu'on peut pas traverser comme ça en une heure. Il y a tellement d'artistes, c'est ça qui est vraiment intéressant, et de propositions. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait peut-être plusieurs raps. Bah oui, c'est ça. C'est entre un rap fait derrière un laptop et puis un rap enregistré avec 10 musiciens, on peut pas dire que ça soit vraiment la même chose. Et est-ce qu'il y a des artistes qui font du rap, mais qui ne s'identifient pas comme des rappeurs, et de la même manière, ceux qui disent ne pas aimer du rap, mais qui finalement en écoutent?
les frontières entre les genres, elles sont quand même très très poreuses. Ça c'est sûr qu'on peut, par exemple, prenons une artiste comme Angèle, elle fait de la pop, mais elle s'imbrique aussi dans le rap. Bon bah son frère Roméo Elvis fait du rap, mais en même temps le dernier album est très rock. Donc je crois qu'il y a des gens effectivement qui peut-être mettent le rap, on va dire à distance, mais peuvent avoir dans leur scansion, dans leur flow, quand même une grande parenté avec ce que font les rappeurs. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent du rap mais disent ne pas l'aimer ou ça je sais pas là. C'est sûr que il y a ce qui est sûr, c'est qu'avant c'était beaucoup plus clivant d'écouter du rap que maintenant. En tout cas, moi je me réfère juste à mon expérience. Puis petit à petit, on a eu des groupes comme NTM qui se sont imposés dans les festivals rock avec leur énergie et finalement les choses ont bougé. Maintenant, je crois que peut-être qu'il y a des gens qui vont prétendre ne pas aimer le rap ou ne pas le supporter parce que c'est la musique qui domine et que finalement eux ils vont se construire avec peut-être des genres beaucoup plus marginaux, beaucoup plus cachés. Et c'est peut-être, moi si j'étais adolescent maintenant, j'écouterais sans doute pas ce qui cartonne, j'écouterais peut-être des groupes qui me parlent plus parce qu'ils sont partagés par moins de personnes. Ça c'est un peu du snobisme, mais c'est aussi mais maintenant, le rap, quand même, il a tellement pignon sur rue que je vois pas beaucoup de gens dire... C'est vrai que moi, j'étais très étonné d'entendre dans votre micro-trottoir des jeunes d'aujourd'hui dire « Ah oui, non, j'aime pas le rap ». Et on sent bien quand même que finalement, aimer le rap, c'est aussi se positionner dans la société et dans la pop culture. Donc, il y en a certaines qui se disent « Voilà, j'aime pas le rap parce que moi, j'ai envie d'avoir mon propre univers ». Et c'est sûr que quand on écoute un artiste très populaire, il faut le partager avec des millions de personnes. Si vous écoutez quelque chose de beaucoup plus... donc, je peux comprendre, en fait, voilà, ces positionnements qui reviennent juste à dire, voilà, moi, je vais exister par moi-même, avec mes propres goûts, et peut-être, parfois, ça cache un peu de mauvaise foi, et que les choses sont moins évidentes que le rejet. Et enfin, si vous devez nous recommander quelques artistes que vous avez découverts en ce moment, ou même des artistes immortels. Alors, j'ai retrouvé le nom du rappeur que j'aime bien, là, Benjamin Epps, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure on parlait de boucles. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec le rap avec des boucles faits donc sur des disques préexistants, avec donc, voilà, on sample 10 secondes, 15 secondes d'un disque de soul, de jazz et parfois de pop et de rock. Donc c'est vrai que Benjamin Epps, c'est un rappeur d'aujourd'hui, mais qui fonctionne quand même avec ses principes de boucle. Moi j'aime bien ce groove un peu répétitif. Donc là, ça c'est vrai que ça a été une de mes dernières bonnes surprises en rap français. Autrement, moi j'aime toujours les groupes, c'est ça, c'est que quand on grandit, on garde toujours la nostalgie. Et moi j'ai été formé par Public Enemy, par le groupe De La Soul, à qui j'ai consacré un livre, qui fonctionnait avec une centaine de samples. Et d'ailleurs, c'est pour ça que leur musique va seulement être disponible sur les plateformes de streaming début mars, parce qu'il y avait tellement de problèmes d'ayant droit que... Donc là, c'est une musique qui pioche partout, qui est très riche, qui a une espèce de cirque coloré. Et moi, je vous recommande d'aller écouter De La Soul, le premier album qui s'appelle 3 Feet High and Rising, qui est vraiment là des lycéens qui font ce qu'ils veulent sans penser au contrat qu'il faudrait signer, qui ont vraiment déliré pendant 6 mois, et cet album, voilà, va enfin être disponible sur les plateformes, et donc ça, c'est quand même la meilleure des nouvelles. Est-ce que le rap français se défend sur la scène internationale, ou est-ce qu'on est en retrait ? Je pense pas que le rap français s'exporte beaucoup, à part dans les pays francophones, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que le rap français se défend énormément face au rap américain. Le rap américain... normalement, vend dans tous les pays de manière plutôt constante. Alors, en Angleterre, il y a quand même aussi des rappeurs, des rappeurs britanniques, des rappeurs anglais. Mais en France, c'est le rap français qui a tout avalé, en fait. Il n'y a pratiquement plus la place, pas beaucoup de place en tout cas, pour les autres rappeurs. Donc, on peut avoir quand même des tournées de Kendrick Lamar, d'artistes américains qui viennent, mais finalement, ils savent qu'ils vendront moins que les rappeurs français. Ça, c'est sûr. Là, ils le savent. Maintenant, ils ont appris à le savoir. Ils ont payé parce que maintenant, voilà, la France, c'est un pays de rap qui a sa propre culture rap. Il y a parfois même certains producteurs de rap français qui sont recrutés par des Américains. C'est arrivé plusieurs fois qui partent s'installer aux États-Unis. Donc, ouais, non, le rap français n'a pas à rougir. En tout cas, en termes de volume et tout ça, c'est lui le grand gagnant en France. On a vu que le style de rap qui était
le plus populaire était le rap entre guillemets provocateur. Mais pour vous, qu'est-ce qui attire ces gens qui écoutent ce rap ? Je pense qu'on peut pas non plus généraliser, dire que le rap qui marche le plus, c'est celui qui est le plus provocateur. Par exemple, quelqu'un comme Jul, bon, il est pas très provoquant, il est pas très... En revanche, c'est sûr qu'il y a des codes, il y a toute une énergie qui fait que ça va tirer les ados ou les jeunes adultes, et que parfois, sans doute, des adultes plus vieux vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Après, il faut quand même, la plupart, la grande majorité, pratiquement 99% des rappeurs ne sont pas des criminels, des délinquants. Hein. C'est pas, le rap, c'est parfois un peu comme GTA, en fait. Hein. C'est quand même quelque chose de très ludique, où derrière des codes, derrière des poses, des postures, des rappeurs racontent des choses qui tiennent de la fiction, en fait. Donc, faut pas qu'on s'arrête, faut pas s'arrêter à ce ton provocateur. Alors en plus, moi je pense qu'il y a quand même de plus en plus un rap un peu dansant qui fait que, c'est vrai qu'avant en fait, le rap s'écoutait très très peu dans les boîtes de nuit, dans les clubs et tout ça. Maintenant, il s'écoute beaucoup plus, donc forcément, comme c'est une cause à effet, les rappeurs font de la musique en disant tiens, ça on va pouvoir danser avec les potes en boîte dessus, alors que c'était pas le cas avant, hein, vraiment. Hein, donc je pense qu'il y a à la fois un goût, peut-être pour la provoque, pour certains en tout cas, pour on va dire le fantasme, mais en même temps ça n'a rien vraiment d'inquiétant. Enfin pour moi, je pense, moi j'ai écouté un peu de gangsta rap quand j'étais gamin, jamais j'ai pas d'armes à feu chez moi, hein, donc on est vraiment dans la pause, là la musique, ça reste de la musique quand même, hein, faut pas, c'est pas des intentions à prendre au premier degré, et puis il y a quand même ce côté, je pense, dansant, c'est ça, c'est qu'en fait c'est qu'une musique qui bouge, effectivement, qui donne beaucoup d'énergie. Je comprends aussi que si on a entre, 15 et 20 ans aujourd'hui, on ait plus de plaisir à écouter du rap très énergique, assez funky, plutôt qu'un vieux morceau de rock des années 60. C'est sûr, même si on peut trouver aussi dans la vieillerie des choses intéressantes. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que le rap est une musique attirante, quoi. C'est sûr que il y a du rythme, ça donne envie de bouger la tête et de bouger tout le corps parfois. Et puis il y a des codes aussi qui sont marrants à reprendre, et surtout quand ça exclut d'autres personnes, quoi. Merci infiniment Vincent Brunner d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous rappelons que vous êtes journaliste spécialiste de la musique et de la bande dessinée et que vous écrivez pour des médias comme Les Inrocks, Libération et Topo. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Cet épisode des Adorables a été réalisé par Eve Rivkolevski, Élise Crambe, Lana Doric, Charlotte Fay, Suzanne Hainaut et Thomas Albessard. Merci à Nathalie Anton qui était à l'initiative de ce projet et à l'école alsacienne sans qui il n'aurait pu exister.